Le nombre de places en médecine passera de 11 500 à 16 000 places d'ici 2027. Est-ce que c'est totalement bullshit ou au contraire, est-ce que ça va permettre de lutter contre le désert médical? Je vous propose d'en discuter ensemble dans ce petit format podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est NT, ton super coach Passas. Je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau format un peu podcast, un peu discussion. Il y a d'autres formats d'ailleurs qui sont en préparation. Donc si c'est pas encore fait, bien sûr, n'hésite pas à liker l'ensemble des vidéos et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément. On arrive bientôt sur un palier fatidique pour moi, c'est les 100K. Les 100K, c'est très très important. Donc je compte sur vous, bien sûr, pour vous abonner en masse, à faire parler de la chaîne YouTube autour de vous, à rejoindre l'ensemble de mes réseaux. Il y a les réseaux Discord, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tout ça. N'hésitez pas à regarder tout ce que je fais. Ça va permettre vraiment de vous aider, notamment si tu veux faire Passas l'année prochaine, si t'es en terminale, tu réfléchis à tout ça. C'est cette chaîne YouTube-là que tu dois suivre pour pouvoir progresser, vraiment progresser durant ton année de Passas, d'accord? Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du numerus apertus, on va parler un peu de ce qu'a parlé Gabriel Attal, qui est notre Premier ministre, bien entendu. On parle de quoi? On parle de 10 000 étudiants formés chaque année, et on va passer du coup pour 2025 à 12 000 étudiants. C'est positif, toujours une augmentation, et 16 000 en 2027. La question qu'il faut se poser derrière, c'est déjà, première chose, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Déjà, cette augmentation considérable. On sait qu'il y a le désert médical depuis 10, 15, 20 ans. Pourquoi déjà il n'y a pas une augmentation conséquente? Déjà là-dessus. Mais ensuite, derrière, c'est pourquoi il y a ça? Et qu'est-ce qui fait que justement, il y a ces décisions qui ont été prises de vouloir augmenter drastiquement? Alors, on remarque bien sûr qu'il y a une pénurie importante de médecins, donc de main-d'œuvre, d'accord? Et du coup, il va falloir trouver une stratégie. Une des stratégies qui avait été adoptée, bien sûr, c'est de trouver des médecins, on va dire, étrangers qui viennent en France. Ça, c'est une solution qui existe, d'accord? Une autre solution, c'est de proposer, par exemple, pour les médecins traitants, d'avoir des stages, c'est-à-dire des étudiants qui sont en interne, et qui ont un stage obligatoire à faire justement dans les zones rurales pour combler ce manque de médecins traitants. Voilà. Mais il y a des solutions comme ça qui sont vraiment des petites solutions de pansement. Voilà. C'est pas des vraies solutions, ça. Ça va pas boucher une plaie. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est il va falloir trouver une autre solution beaucoup plus intéressante, beaucoup plus stratégique. Alors si on revient un petit peu en arrière dans les années, moi quand j'étais en 2012, etc. Il y avait un certain nombre d'étudiants qui étaient formés, on était aux alentours de 8 000 à peu près sur l'année, et puis chaque année il y avait une progression, 100, 200 étudiants, voilà, et puis on arrive sur un palier en 2019 environ à 2570. Ok. Et puis il y a une augmentation conséquente chaque année. Mais depuis la PASLAS, il y a une petite feinte technique. Avant, on avait la PACES. Avec la PACES, on avait à peu près 20-25% de taux de réussite. Avec la PASLAS, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur les chiffres, on est aux alentours de 10-15% de taux de réussite. Alors, faut bien comprendre un truc. En fait, c'est pas qu'il y a une augmentation conséquente du nombre de personnes qui veulent faire la deuxième année, puisqu'on augmente les places, mais c'est qu'il y a plus de monde qui veulent faire ça. Donc, comme on ouvre plus de formations PASLAS, on se retrouve avec non plus 2000 étudiants, mais peut-être 8000 étudiants. 8000 étudiants qui veulent faire PASLAS, qui veulent aller en deuxième année, sur une progression, une augmentation très faible finalement. Donc c'est pour ça que le taux de réussite est très faible. Et ça, c'est vraiment pas positif. Et ça n'a pas été pris en compte dans le calcul. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Donc, on remarque effectivement l'objectif de Gabriel Attal, c'est l'augmentation de 70% en moins de 10 ans pour pallier au désert médical. Alors, je vous rappelle quand même le concept, pour être médecin, il faut quand même 10 ans d'études. Donc concrètement, le désert médical, là, c'est dans 10 ans que la projection se fait. Sauf que le désert médical, ça fait 20 ans que ça existe. D'accord? Donc déjà, il y a un problème technique déjà là-dessus. Alors, il faut comprendre effectivement un truc très simple, c'est que PASLAS, c'est la première formation ciblée, d'accord, par les étudiants qui font Parcoursup. Donc du coup, il y a une énorme attractivité. Forcément, on a tous envie de faire un métier de santé. Une très grande majorité des étudiants veulent faire un métier de santé, ce que je vous encourage à faire, toujours, même si c'est compliqué, même si c'est difficile avec la conjoncture actuelle. C'est toujours des métiers qui sont très attractifs, d'accord? Et c'est très intéressant. Et moi, je regrette pas d'avoir fait pharma. Donc, clairement, c'est important. Et donc, on va remarquer plusieurs choses. Déjà, faut comprendre comment ça fonctionne, cette histoire de numerus apertus. Avant, on parlait de numerus clausus. Ok, donc c'était un nombre fixe au niveau national pour passer en deuxième année. Avec le numerus apertus, qui a été fait donc du coup pour la période de transition avec PASLAS, c'est plus du coup la NSM, la FLAPS, l'AFSAF c'était l'AFSAF à l'époque, maintenant c'est les ARS, d'accord, Agence régionale de santé. Ça veut dire que pour chaque région, on va avoir un nombre de places défini. Et c'est là que le calcul est très marrant à observer, parce que ça se base sur rien finalement. Et là, regardez bien un peu comment c'est écrit, ça fixe un nombre de places sur les 5 prochaines années en fait à venir, d'accord, et peuvent moduler leur capacité d'accueil selon les besoins de leur territoire. Alors, il faut comprendre plusieurs choses là-dessus. Déjà, la première chose, le numerus apertus est basé sur des projections 5 ans plus tard.
Donc ça veut dire qu'ils doivent estimer le nombre de professionnels 5 ans plus tard. Donc c'est quelque chose qui est vraiment statistique. Donc en plus, on va remarquer que ce nombre, certainement, il est fait un peu au hasard. On estime des choses, mais c'est fait au hasard. Donc en fait, on n'a pas de vraie valeur statistique. Et on oublie pas mal de facteurs. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, un des principaux facteurs qu'on va oublier, c'est le taux d'échec, le taux d'abandon, on va dire, pendant les années d'études. Je vous rappelle, et c'est important que vous puissiez être conscient, si vous êtes en terminale, première terminale, vous voulez faire PASSLAS, vous voulez faire un métier de santé, écoutez bien ce que je vais vous raconter et essayez de comprendre bien la mesure des choses. Il y a 60% des étudiants qui abandonnent les études de médecine pendant leurs années, soit à l'internat. C'est énorme, 60%. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est un chiffre qui est considérable. Ça, c'est parce qu'en fait, on comprend bien que dès qu'on arrive, bien sûr, à l'internat, par exemple, il y a une certaine pression psychologique, des choses auxquelles on n'a pas été formé. On n'a pas été formé à la mort. Ça m'a choqué, par exemple. Moi, personnellement, quand j'étais à l'hôpital, on m'a jamais formé sur la mort. Quand on voit des patients qui meurent, on n'est pas formé pour ça. Ça peut atteindre psychologiquement la personne et se dire, c'est pas fait pour moi. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on devrait mettre en place dès la 2e année pour avertir les étudiants de ce genre de choses. D'accord? Et ça, c'est très important. Et c'est pas pris en compte dans la formation. Et c'est ce qui fait une des parties, c'est un des facteurs qui fait qu'il y a un taux d'abandon assez important. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il parle de capacité d'accueil. Et c'est là que c'est très rigolo à voir, on va voir un petit peu dans l'article, c'est qu'en fait, ils vont définir aussi ce chiffre par rapport aux capacités d'accueil de l'université. Un exemple tout simple, si l'université a un amphithéâtre de 300 places, ils vont pas pouvoir augmenter plus de 300 places. C'est-à-dire qu'ils vont définir 300 places, parce que l'amphithéâtre fait 300 places. C'est un critère débile, d'accord? Donc, si on comprend bien la façon dont on peut accompagner les étudiants maintenant, en 2024, avec tout ce qui existe, les formations en ligne, les trucs comme ça, à distance, on pourrait très bien augmenter notre capacité d'accueil 3 voire 4 fois plus, d'accord? Et ça, faut bien le comprendre. Donc ça n'a pas encore été pris en compte à l'université. Et donc, je vais vous expliquer après par la suite comment moi tout seul, avec une petite équipe, je suis capable d'accompagner des centaines d'étudiants. Et on remarque bien qu'il y a un truc là. On parle de 2e année de médecine. Ils sont 300 pour je sais pas combien de profs. Moi, je suis tout seul avec une petite équipe derrière et je fais toutes les matières de première année et je peux accompagner des centaines de milliers d'étudiants si j'ai envie. D'accord? Parce que j'ai mis en place un process avec une plateforme Elite, si t'es pas au courant. Elle est en description, tu peux d'ailleurs t'inscrire sans problème. Et du coup, vous pouvez t'accompagner comme ça, sans limite. Et vraiment, je réponds à tout le monde. Les super coachs sont là pour vous aider. Bref, vous avez compris qu'en ayant une bonne stratégie, on peut accompagner des centaines de milliers d'étudiants sans problème. Donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois qu'on a compris le concept, alors je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. On parle effectivement que le nombre de places ne cesse d'augmenter. D'accord? Jusque-là, pas de problème, une augmentation de 18,5%. Et là, il y a un truc qui est marrant. Il dit, on avait bien en tête d'atteindre 12 000, explique Benoît Weber, donc président de conférence de doyens de la médecine. Et Zares nous fait passer le message, mais 16 000, je ne sais d'où sort ce chiffre. Et exactement. En fait, on ne sait pas du tout d'où sortent les chiffres. C'est vraiment un truc au pifomètre. Pifomètre. Voilà, il n'y a pas de données statistiques derrière. C'est vraiment du pifomètre, mais parce que ça a été fait comme ça, voilà. Et en plus, derrière, là, je vous parle de la médecine. Mais on parle pas des autres métiers de santé. Il y a beaucoup de demandes en maïeutique, en odontologie, en pharmacie. On pourrait même parler des kinés. Il y a vraiment des choses qu'il faut faire pour ce genre de corps de métier, d'accord? On parle effectivement, par exemple, tu vois, en 3 ans, le nombre d'inscrits en odontologie a augmenté de seulement 5%, sachant que les futurs dentistes sont 10 fois moins nombreux que les futurs médecins. Voilà, il y a un problème aussi dans ce corps de métier-là. Et on parle que de la médecine, mais il n'y a pas que ça. Alors, donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut prendre tous les corps de métier, en fait, et secteur par secteur, voir c'est quoi les besoins réels, d'accord? Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on définit le numérus, apertus, tout ça, on définit un nombre, effectivement, par type de métier de santé. Mais on oublie en fait un facteur déterminant, c'est la suite logique des études. Parce qu'on peut s'arrêter à un certain palier, par exemple pharmacien, on peut s'arrêter à pharmacien officine, mais ensuite qu'est-ce qu'on a besoin derrière? On a besoin de pharmacien industriel, on a besoin de pharmacien biologiste, etc. Et ça, en fait, ça peut pas être pris en compte dès le départ, parce qu'on sait pas ce que veut faire l'étudiant, on sait pas s'il veut faire officine, on sait pas s'il veut faire industriel, on sait pas s'il veut faire biologiste. Donc forcément, si on définit un mauvais chiffre dès le départ, quand on va le diviser, ça se divise pas en 3. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont bien sûr faire officine, une petite partie qui va faire biologiste, puis une petite partie qui va faire industriel. Mais on ne sait pas définir exactement le taux qu'on a besoin, le taux d'étudiants qu'on a besoin. Donc déjà, rien que ça, d'un point de vue statistique, c'est fou, c'est mort, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre que il y a deux choses qui est prises en compte.
c'est qu'il y a 2 concours. Il y a le premier concours, PASSLAS, d'accord, qui définit un certain nombre. Il y a aussi un deuxième concours pour pharma, médecine, tous les autres, quand on veut faire l'internat. Et ben il y a aussi un autre nombre derrière, un nombre qui est plutôt au niveau national cette fois. Et ça aussi, ça peine à comprendre le truc. C'est que du coup, on a des manques sur certains corps de métier, d'accord, qui est spécifique, hein. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Donc il y a vraiment un problème technique majeur sur tous les niveaux. Une mesure qui risque de détériorer la formation aux fautes de nouveaux moyens. Alors là, c'est marrant parce que on est tous d'accord qu'il nous manque des médecins. Pas de problème jusque-là. Et après, on parle de est-ce que c'est possible ou pas. Alors là, je vais juste te lire ici. Rien qu'en 2021, le Conseil d'État avait exigé une augmentation de 20% des places en première année, une décision qui a été difficile à faire passer auprès des universités. On nous demande d'ici 2027 de créer 120 places supplémentaires par faculté. Je ne sais pas comment on va faire, mais moi je vous explique comment on fait. C'est très simple. Vous faites, je sais pas moi, une plateforme en ligne, vous mettez vos supports de cours et vous allez tout simplement prendre les étudiants dans des salles par 15, par 20. Vous allez diviser ça, voilà, avec différents moments de la journée, et puis vous allez faire des TD au lieu de faire des cours magistraux qui ne servent à rien. Voilà, moi j'ai la solution, c'est très simple. Si vous voulez que j'ai des conseils à vous donner, les doyens, venez me voir, voilà. C'est très simple, c'est pas compliqué. Il faut être dans l'air du temps. Dans 2024, on devrait comprendre le concept très simple. Les Asiatiques, ils ont très bien compris, hein. Eux, ils font tout en ligne. Et puis, dès qu'il y a besoin de faire un truc très important physiquement, eh ben, ils font des TD pour comprendre des choses, aller dans les profondeurs, avoir des notions, des ateliers. Ah, c'est très important. Alors, il nous faut plus d'enseignants, 2 maîtres de conférence, de chefs cliniques, et tout ça ne se fait pas en 2 minutes. Alors, en fait, il y a beaucoup de demandes d'étudiants, enfin d'étudiants, des doctorants, qui par la suite veulent faire maître de conférence. Souvent, en fait, c'est un concours qui est très difficile. Un maître de conférence, c'est très difficile. Il faut faire un postdoc et tout. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais il n'y a pas c'est pas vrai. Il n'y a pas une faute, il n'y a pas il y a pas il y a pas un manque. Au contraire, il y en a trop. Il y a trop de personnes qui veulent faire maître de conférence et qui n'y arrivent pas à atteindre ce statut-là parce que justement on est bloqué. En France, on a déjà des maîtres de conférence, on peut pas rouvrir de nouvelles places. Par contre, c'est vrai, ils ont raison sur un truc, c'est que ça dépend en fait du type de cours. Il y a des cours qui sont très difficiles, il y a des certaines disciplines qui sont difficiles à recruter. Là, je suis d'accord là-dessus. Mais on manque pas de maîtres de conférence, ça c'est faux. Par contre, on manque de maîtres de conférence qui sont bien payés. Voilà. Parce qu'un maître de conférence, c'est très mal payé par rapport au taux d'études qu'il a effectué. D'accord? Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Alors, si on prend aussi un truc très simple, hein, mais quand on est bien sûr professeur d'université, je prends pour la médecine, souvent il est praticien hospitalier, d'accord? Donc il est PU-PH, ok? Donc il a vraiment 2 métiers. Il a un métier bien sûr, c'est la médecine, pas même un chirurgien, médecine en tout cas, et puis professeur d'université. Il y en a même qui rajoutent des fonctions administratives, comme ça ils ont 3 salaires. Bon, ils peuvent le faire, hein, c'est pas un problème. Mais c'est pas vrai de dire que c'est difficile à recruter, moi c'est pas un problème. C'est juste que voilà, il faut bien jauger les disciplines et voir comment ça se passe. C'est vraiment pas ça le problème. En réalité, c'est pas ça. Difficile d'accueillir plus d'étudiants en stage d'hôpital. Alors, oui, là, il y a un petit problème, et je vais vous expliquer, j'ai une solution toute bête, hein. En plus, il parle de Strasbourg, que je connais très bien. On parle souvent, à Strasbourg, de nos stages d'observation, en 2e et 3e année, et on va déjà dans des chambres de patients par groupe de 8. D'accord? C'est pas bien d'un point de vue pédagogique. Ok, d'accord. J'ai la solution, c'est très simple, hein. Effectivement, les stages sont faits à des périodes données. Si par exemple, en octobre, on a un stage d'une semaine, tous les étudiants vont faire un stage en octobre pendant une semaine. Donc forcément, ils sont tous au même moment. Si on les met dispatchés dans l'année et qu'ils font leur stage d'observation à différents moments, il n'y aura pas 8 étudiants par chambre, c'est tout à fait logique, d'accord? Et en plus, ça permet de créer un peu de turnover, un peu dans la formation avec les internes, les externes, etc. Éviter qu'il y ait toujours du monde qui afflue au même moment. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de dispatcher au cours de l'année. Voilà, la solution elle est facile, hein. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé la solution en 2 secondes. Mes difficultés pourraient s'amplifier en externat où les étudiants doivent passer la moitié de leur temps en stage, et en internat où la pratique devient majoritaire. Alors, effectivement, à partir d'un certain moment, 3e, 4e année, là on est sur des stages beaucoup plus intensifs, beaucoup plus longs, beaucoup plus stratégiques. Donc pareil, ce qu'il faut faire en fait, ça va être de varier les services. C'est vrai que quand on va rester pendant un certain temps à un certain service, on va avoir du monde, hein, beaucoup d'externes qui vont venir en même temps. Il suffit de dispatcher pareil les stages pour que justement on puisse comme ça avoir moins d'étudiants au même moment. Voilà, c'est un peu une idée. En plus, les externes qui ont déjà été formés sur un certain nombre de points peuvent former les autres externes. Ça peut permettre de libérer aussi du temps pour les internes, parce qu'ils n'ont pas que ça forcément à faire. Voilà. Ça peut être une idée, hein. Je vous donne des idées, on est en discussion aujourd'hui, hein. C'est le but, hein, c'est le principe, et j'attends bien sûr vos commentaires sur en dessous de la vidéo pour vous dire ce que vous en pensez de tout ça, hein. Augmentation du virus à la pertussis, un effet d'annonce.
Ouais, parce que ça fait quand même un certain moment qu'ils sont critiqués sur le désert médical, etc. Est-ce que c'est vraiment juste pour en parler rapidement et dire on annonce un chiffre et puis on verra ce qu'on fera après? Voilà, c'est vraiment une question qu'il faut voir. Alors du coup, cette annonce, elle doit être accueillie avec beaucoup de méfiance et de vigilance. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ce n'est que de l'annonce, c'est-à-dire que c'est une projection et c'est pas quelque chose qui va être fait réellement. Il y aura peut-être moins, il y aura peut-être plus, mais l'important c'est qu'ils ont un an pour se structurer, pour réfléchir à ça, d'accord? Alors, la mesure risque d'être abandonnée, en tout cas, c'est ce qu'on espère, sauf si on nous présente un vrai plan. Et là, je suis d'accord avec ça, parce que concrètement, je pense que c'est tout à fait capable, on est tout à fait capable d'accueillir, mais même pas 16 000, hein. On pourrait accueillir 20 000, 24 000 étudiants sans problème, sans problème. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est définir un plan d'action beaucoup plus large, beaucoup. C'est ça l'important. Et ça, pour l'instant, ils n'arrivent pas à le faire. Les stages aussi à l'hôpital, c'est difficile aussi de pouvoir vraiment centraliser là-dessus. Donc, il faudrait en fait aller dans chaque hôpital et voir ce qui est possible de faire pour étendre le nombre de stagiaires, d'accord? Et pour chaque partie, hein, ça peut être aussi des cliniques privées, ça peut être les médecins traitants, ça peut être d'autres corps de métier, mais en tout cas, favoriser l'accès aux stages. Ça, c'est très très important. Et comme je vous ai déjà expliqué dans la partie universitaire, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas un nombre de places limité par rapport à l'amphithéâtre, d'accord? Ça, c'est vraiment, si on réfléchit autrement sur la formation, on peut avoir des formations de qualité uniquement à distance, par exemple. Une grande partie, maintenant, se fait à distance. D'accord? Mais il faut en prolonger, il faut aller encore plus loin, il faut aller encore plus loin là-dessus. Je pense qu'on peut encore faire plus de choses à distance et rester focus sur l'essentiel en privé, en TD, en atelier, etc. D'accord? Alors là, c'est marrant parce que augmenter le nombre d'étudiants en deuxième année de médecine n'est pas suffisant face à l'enjeu des erreurs médicales. C'est vrai, ça c'est très important. On apporte une réponse pour dans les 12 à 16 ans, mais les problématiques perdurent. Et là, on risque juste de dégrader la formation, et ça, on ne veut pas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai remarqué, de toute façon, c'est assez facile à remarquer, hein, depuis d'ailleurs PASSLAS, hein, il y a une dégradation énorme sur la formation de la première année de médecine à la deuxième. Tout simplement parce que maintenant, avec PASSLAS, vous avez deux formations en même temps. Vous faites une licence droit, puis en même temps, vous faites la partie santé. Vous pouvez pas être focus sur les deux, c'est impossible. Et en plus, on a enlevé 40% à peu près du contenu de santé. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. Moi, à mon époque, il y avait des profs qui disaient, à l'époque, moi j'avais, je sais pas, je prends un truc au pif, un cours aux articulations. Ça durait 8 heures. Et le prof disait, nous à l'époque, en première année, on avait 80 heures sur l'articulation. Voilà. Donc rien que ça, on voit qu'il y a une dégradation. Mais là, c'est encore pire parce que quand je vois comment les étudiants ont des cours sur les articulations, des fois il y a une heure sur l'articulation. Tu peux pas apprendre des choses là-dessus. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que on voit bien qu'il y a une dégradation de la formation, c'est clair. Ça c'est évident. Et il n'y a pas de rattrapage réel en deuxième, troisième, quatrième année, ça c'est faux, d'accord. Et on voit bien que année après année, on voit bien que l'apprentissage diminue. Hein. C'est pas du tout de votre faute. Hein. C'est la façon dont on a créé d'université cette possibilité. C'est peut-être le moment de remettre tout cela sur la table. Ça serait bien, ça serait vachement bien. Hein. Je peux participer moi. Donc du coup, l'idée c'est quoi? C'est de libérer les médecins des tâches administratives, faire en sorte que les médecins exercent leur métier, de former et développer des activités pluridisciplinaires avec les infirmiers en pratique avancée. Je vais expliquer un truc tout simple. Là, ça peut vous concerner tous, d'accord? Si par exemple, je prends un aide-soignant. Un aide-soignant, il est là pour s'occuper de l'hygiène d'un patient, d'accord? Il fait pas de soins. Mais on peut très bien projeter des choses sur l'avenir pour pouvoir libérer du temps sur plein de domaines. Un infirmier, par exemple, donc s'occupe des soins, okay, des soins du patient. Ça peut être sur la perfusion, la prise de sang, il va s'occuper un peu des constantes, etc. Des choses comme ça qu'on fait en infirmier. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que un infirmier en pratique avancée, en fait, c'est comme un interne, on pourrait dire, d'un point de vue stratégique. C'est une formation qui est réalisée maintenant à l'université, enfin, maintenant en formation interne dans l'hôpital. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir en fait déléguer un certain nombre de tâches aux infirmiers plutôt que de le faire aux externes ou aux internes en médecine, d'accord? Et ça permet du coup de gagner un temps fou. Mais on peut faire ça pour tous les corps de métier. Un aide-soignant pourrait faire des choses qu'un infirmier fait, d'accord, en étant formé. Et plus on fait des strates comme ça d'éléments, plus on arrive à déléguer du temps pour le médecin. Exemple très simple, j'ai vu il y a pas très longtemps que les pharmaciens pourraient l'année prochaine prescrire des antibiotiques pour pouvoir libérer du temps aux médecins traitants. Pourquoi pas? Il y a des trucs bons et pas bons, j'en ferai peut-être un vidéo podcast là-dessus. Mais c'est une histoire de libérer du temps, libérer des tâches administratives du médecin. Et ça, je suis pour. Parce que du coup, il aura plus de temps pour soigner les patients, faire des consultations et pouvoir former les autres étudiants. Et ça, faut bien comprendre que ça, c'est très important. D'accord?
Donc une fois qu'on a compris ça, on peut faire plein de choses. Alors je parle bien sûr aux infirmiers, aides-soignants, médecins, parce que c'est les corps de santé classiques, mais on peut parler aussi des techniciens. Les techniciens de laboratoire, on peut parler des techniciens qui vont faire de la manipulateur radio, etc., etc. Tout ce qui est autour de la santé, d'accord, où on n'a pas une formation propre de santé, hein, on n'a pas médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme, mais on peut très bien, à partir de ce socle-là, en fait, élargir les missions. Et c'est un des objectifs, d'accord. Comme ça, on permet de libérer du temps pour la partie médicale. C'est un truc qui est très intéressant. C'est quelque chose qui est en discussion, bien sûr, et j'espère bien qu'il y aura des actions qui vont être menées d'ici peu pour pouvoir agir là-dessus. C'est bien d'en parler, il faut mieux agir. Il faut une offre d'attractivité, un choc de formation, et c'est peut-être le moment de remettre tout sur la table, on est d'accord. Des inquiétudes et des propositions qui pourront exprimer doyens et étudiants dans le cadre de discussions avec les cabinets du Premier ministre, voilà, et ministre délégué de la Santé dans les prochaines semaines. Car tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'un énorme challenge. Voilà. J'espère que vous avez compris un peu des éléments structurels sur cette partie-là, sur le numéros apertus. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, il y a des pour, il y a des contre, il y a des trucs vraiment spécifiques. Et moi, je suis très content de pouvoir vous retrouver dans une prochaine vidéo podcast et dans d'autres formats, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à liker, bien sûr, je l'aurais dit, la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour la suite. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao.